Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre, un carnet de guerre consacré pour une fois à un rapport de bataille. Ça fait longtemps que je dis que je vais faire des rapports de bataille, et là, eh bien, c'est le cas, je l'ai fait. Alors pour ceux qui ont vu le teaser et qui connaissent un petit peu les scénarios disponibles, vous avez sans doute pensé que c'était le duopack Thuléen, le scénario qui se trouve dans le duopack, qui allait jouer, et vous avez raison. Il s'agit donc du scénario Un juste retour des choses, scénario qui va opposer Kinak et Amaruk contre 500 PO d'adversaires. Les adversaires, c'est moi qui les joue, 500 PO de Maok. Il y a une condition toutefois, pas de colosse ni de monture, ce qui est assez compréhensible, puisque de l'autre côté, il n'y a que Kinak et Amaruk. Au niveau de la table de jeu, eh ben, c'est une table standard et il y a quelques objets qui y sont disposés. Tout d'abord, Kinak va se trouver dans un coin de la table qui sera l'entrée de la grotte. C'est une zone de 3 brasses, c'est un triangle de 3 brasses de côté. Amaruk se trouvera dans le coin opposé avec 2 caisses contenant respectivement 5 cataplasmes et 5 viatiques. Ça ne peut pas être bougé. Ensuite, le joueur adversaire va disposer de 2 feux de camp, symbolisés par les petites flammes, et une urne funéraire, l'urne des parents d'Amaruk, symbolisée par la petite urne. J'ai décidé de poser mes feux de camp ici, et j'ai décidé de poser l'urne à côté du feu de camp. Suite à quoi, eh bien, je peux disposer 200 PO de figurines où je veux sur la table, à plus de 3 brasses d'Amaruk et 5 de Kinak. Moi, je décide de jouer RP, c'est-à-dire que à la faveur de la nuit, Kinak essaie de pénétrer dans la grotte pour libérer son copain. Les Maok, c'est des chats, alors il paraît que ça va dans le noir ou pas. Bref, moi je les mets à côté des feux de camp. Et c'était peut-être pas la meilleure position à mettre, mais en tout cas c'est là où je les ai mis. On va commencer le premier tour et j'active ma première figurine puisque j'ai plus de PA que mon adversaire. J'active donc Ganning Xiba, la figurine avec la hallebarde, et en lisant plus en avant le scénario, je remarque que la seule action que l'on peut faire lorsque Amaruk est encore prisonnier et que Kinak n'a pas été repéré, eh bien c'est un voir repéré à difficulté 25, et surtout dans la description de voir repéré, eh bien c'est à 2 brasses, donc c'est un petit peu embêtant. J'arrête là directement mon activation puisque je ne peux rien faire. Mon adversaire active Kinak. On a considéré que tant qu'Amaruk était prisonnier, il ne pouvait évidemment rien faire d'autre. Kinak décide de charger Kubilai en utilisant sa botte. Il passe la première attaque. Moi je tente une esquive avec Kubilai, non pas pour m'éloigner, mais plutôt pour me rapprocher, pour pouvoir contrer les attaques suivantes. Esquive que je réussis. Je m'avance vers Kinak. Kinak qui fait sa deuxième attaque et qui me met une patate. Je rate le contre. Il me met sa troisième attaque due à sa botte. Cette fois-ci, je réussis le contre, mais je ne lui fais aucun dégât. Il arrive à défendre. Il relance une attaque après et je rate ma défense. Je me prends donc un certain nombre de points de dégâts, ce qui signifie qu'il va falloir que j'active assez rapidement Kubilai pour pouvoir terminer pour pouvoir en tout cas entamer le gros ours. Je décide quand même d'activer Kubilai maintenant. J'aurais pu activer la lancière, parce que de toute façon elle était comme Ganning, elle ne pouvait rien faire du tout là où elle était, donc ça n'aurait pas changé grand chose. Du coup j'active Kubilai, je décide de faire sa botte. Ma première attaque est contrée, je contre le contre, mais je rate le contre-contre. Du coup, je me ramasse encore une patate. La deuxième attaque de la botte passe, et cette fois-ci, j'inflige des dégâts à Kinak avec, en plus de sa gelure. Je tente encore une attaque avec ma capacité spéciale, et je la rate. Voilà, malheureusement. Donc, un tour un petit peu... un petit peu douloureux pour les Maok. J'active ma lancière, qui, comme dit précédemment, ne fait rien. Et on va être parti pour le tour 2.
Le scénario est prévu en 10 tours. Il faudra quand même bien ça, vous verrez au fur et à mesure. Et le tour 2 commence par l'activation de Kinak. Du coup, Kinak remet une bastos à Kubilai. Je n'arrive pas à défendre. Et le pauvre Morse finit dans la stratosphère. Fort de ce succès... faut pas oublier que Kinak a -2 de mouvement et -2 de dextérité dû à la gelure. Fort de ce succès, il charge Ganning Siba. Cette fois-ci, il essaye de lui mettre une... il refait la botte. Il essaie de lui mettre une patate. Mais j'ai compris la leçon. Et surtout, j'ai plus d'allonge grâce à ma hallebarde. Je décide de faire une esquive que je réussis. Je me mets hors de portée des attaques du nounours et comme il n'a pas envie de rebouger puisque son mouvement est grandement diminué et que ça servirait pas à grand chose, mon adversaire donc choisit de se mettre en garde. J'active à mon tour la lancière parce que ça ne change absolument rien, suite à quoi elle ne fait rien, suite à quoi j'active également Ganning. Je décide d'avancer et de me mettre à portée, mais pour éviter les contre-attaques, de me mettre à distance. Je réussis à lui porter une attaque sur les 2 que je tente de lui faire. Je lui fais quand même 7 points de dégâts avec Ganning. Et ensuite, je décide de me mettre en garde parce que la riposte va être sévère. Vous voyez, comme il y a peu de figurines sur le terrain, les tours vont très très vite. On est déjà au début du tour 3. Et début du tour 3, donc les tours s'enchaînent. Kinak avance jusqu'à Ganning. Il lui met tout bêtement 4 patates dans la tronche. Je ne défends rien du tout. Et Ganning se retrouve également dans la stratosphère, comme Kubilai les 2 tours d'avant, enfin le 2 tours avant. Ma lancière, qui n'entend toujours pas les cris de désespoir de ses camarades blessés sous les coups du gros ours, continue à regarder le feu hypnotisé. Début du tour 4, c'est à Kinak d'agir. Alors, il décide de se concentrer cette fois-ci sur l'urne. Pour récupérer l'urne, il faut faire un lire déchiffré. Ce qu'il fait avec un dé supplémentaire et 2 relances, parce que c'est compliqué pour un ours de faire la différence entre de l'engrais pour gazon et les cendres de son ami. Dans le camp Maok, la lancière décide de s'ouvrir un Knaki devant le feu de camp. Début du tour 5, Kinak, cette fois-ci, avec l'urne, se dirige vers Amaruk. La première chose qu'il fait... il ramasse un viatique dans le coffre, il l'utilise complètement, c'est-à-dire qu'il utilise 2 fois le viatique, et ensuite il tente de délivrer son pote, ce qu'il rate pour ce tour-ci. Dans le camp Maok, la lancière se demande si elle va jeter l'emballage de son Knaki ou si elle va le garder dans sa poche pour le recycler à la maison. Donc vous voyez que ça va vite, on est déjà au tour 6, début du tour 6, c'est à Kinak d'agir. Il tente une compréhension du mécanisme, donc c'est cette action incroyable où la difficulté est aléatoire, c'est avec 3d10. La difficulté est de 18, mais Kinak avec des dés en plus, avec les relances, avec tout, enfin il passe son tour à ne rien faire. Le 18 n'est pas accessible pour les dés de mon adversaire ce tour-ci. Voilà, c'était un peu improbable, mais c'est des choses qui arrivent. Pendant ce temps, dans le camp des Maok, la lancière est en train d'utiliser sans doute ses griffes pour se curer les dents, après avoir mangé le Knaki. Début du tour 7, c'est à Kinak d'agir, et cette fois-ci, il réussit sa compréhension du mécanisme. Il réussit également le jet de crocheté. Malheureusement, une fois que le jet de crocheté a été réalisé, eh bien, il va se passer des trucs. D'abord, eh bien, Amaruk va pouvoir jouer, il pourra être activé, mais également les renforts Maok arrivent. C'est-à-dire que je dépose Nabeshima à côté de la lancière, parce que évidemment il y avait des Knaki, donc ça vaut la peine. Et je dépose également un petit Senglu, c'est Senglu DQ, et un oui. Sur l'autre feu de camp, on peut amener les renforts autour des feux de camp.
et j'avais posé ça là. Kinak n'ayant plus de PA, eh bien il termine son activation. C'est à moi d'activer. Donc maintenant, chaque figurine peut, enfin du camp Maok, peut être activée, peut faire les actions qu'elle veut. Il n'y a plus besoin de voir ou repérer Kinak, il est automatiquement, enfin ils sont vus tous les deux. Je décide d'activer Nabeshima. La première chose que je fais, je lance un refus de l'échec sur Senglu. Je m'avance au milieu du terrain puisque le but, maintenant le but avoué de mon adversaire est de faire sortir l'urne, Kinak et Amaruk par le coin supérieur droit, là où se trouvait Kinak au début. Et du coup je me dis bon bah je vais mettre Nabeshima au milieu du jeu de quilles. Dans le doute, ça fait une zone de contrôle, j'ai bien conscience que ça va pas casser des briques, mais ça vaut la peine. Et une fois qu'il est à cette position-là, je regarde et je suis effectivement à portée de Senglu pour lui lancer le sort Célérité. C'est à mon adversaire d'agir et ben il active Amaruk. Alors, ni une ni deux, Amaruk se saisit de l'urne de ses parents que Kinak portait et ensuite, eh ben il se barre. Amaruk pique en sprint, donc ça veut dire il fait mouvement gratuit, mouvement, course et il se barre. Il sort de la map, on l'aura pas vu. Pragmatique, le gars, il récupère l'urne de ses parents, il se tire, et puis son pote, ben on s'en fout un petit peu. Moi, de mon côté, j'active Senglu après la fuite d'Amaruk. Senglu avance, il fait une petite flamme élémentaire sur Kinak. Il se met au corps à corps, il lui met 2 bastos, ce qui suffit quand même assez rapidement à calmer le nounours blanc contre le nounours noir et blanc. J'active le oui, l'archer, qui va mettre 2 flèches dans Kinak, notamment la première qui est une réussite critique qui fait très très mal. Et le pauvre ours, après la deuxième flèche, s'écroule mort. Oui, c'est un peu brutal. Fin du game, et en vérifiant les points de victoire, eh bien, il s'avère que c'est une égalité, puisque si une des 2 figurines ou l'urne ne sortait pas, c'était une égalité. Il fallait que les 3 soient dehors pour que les Tuléens gagnent, et si c'était s'il n'y avait qu'une figurine qui sortait, eh bien, c'était une défaite. Donc, il s'agit là d'une égalité. Voilà, ça c'était de la partie, c'était du rapport de bataille. Quand même un petit débrief, histoire de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la partie. Parce qu'il y a eu 2-3 trucs marrants que je pense que ça vaut la peine que je raconte. Déjà, je pense qu'il est bon de clarifier que les scénarios trouvés dans les duopacks, la plupart sont des scénarios qui sont très intéressants parce qu'ils sont complètement originaux. On joue pas forcément avec le même nombre de points, il y a des situations qui sont pas forcément communes au scénario qu'on aurait l'habitude de jouer, mais ça veut également dire que c'est des scénarios qui sont pas forcément équilibrés, ils sont là pour se faire plaisir, et c'était le cas ici. Ça m'a fait plaisir de retrouver un peu, ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie de figurines, ça fait aussi longtemps que j'ai pas fait un rapport de bataille, du coup c'était très bien. Et en fait il s'est passé plusieurs choses, notamment des jets de dés un peu, je vais pas dire improbables, mais Kinak qui passe un tour complet à récupérer l'urne et qui perd 2 tours pour essayer de libérer Amaruk. Bah voilà, ça fait partie du jeu, c'est les dés. C'est quand même un peu... Enfin voilà, on était un petit peu abasourdis quand on a vu ça. Également, le duo pack, le duo Amaruk-Kinak, ne peut pas avoir d'objet. C'est vraiment juste eux. Il n'y a pas de poupée vaudou, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a rien du tout. Donc c'est brut. Et ça peut être un peu embêtant, notamment quand on a envie de rejeter un dé, mais qu'on n'a plus de PA, ou qu'on veut en économiser. Ensuite, la réaction de mon adversaire de se barrer avec Amaruk m'a un petit peu pris au dépourvu, mais il faut aussi dire que juste avant, comme on avait lu le scénario avant pour savoir qu'est-ce qu'on allait jouer, Nabeshima a un sort, il l'a toujours dans cette version-là, mais je ne l'ai pas utilisé, c'est le sort mur.
sort qui est à mon avis bien trop sous-estimé par la plupart des gens. Et du coup en fait à la première, je vais pas dire à la première partie, mais à la première activation de Nabeshima, j'avais décidé de tuer le game déjà. C'est-à-dire que j'ai avancé Nabeshima à portée de la sortie. J'ai fait le sort mur. Et grosso modo j'ai bouché la sortie. On était au tour 7. Le mur tient un des 5 tours. J'ai fait 3. Concrètement, comme il est marqué qu'il est infranchissable, eh bien Kinak et Amaruk ne pouvaient pas sortir. Donc c'était automatiquement une défaite. On est revenu un petit peu en arrière parce que du coup ça n'avait aucun intérêt de jouer comme ça. Et cette fois, j'ai joué Nabeshima comme je vous l'ai présenté là. Plusieurs choses également au niveau du placement des figurines. Peut-être qu'on n'a pas bien compris quelque chose. Dans ce cas-là, si les créateurs du scénario peuvent éclairer ma lanterne. Mais c'est vrai que j'aurais pu placer mes figurines au début de manière à cerner Kinak. Ou alors à cerner Amaruk de façon à ce que Kinak soit obligé de les activer, obligé de tuer les figurines. Là j'ai joué RP pour le beau jeu parce que j'avais envie, parce que je trouvais ça fun de les mettre autour du feu de camp. Mais c'est vrai que j'avais pas pris en compte qu'ils ne pouvaient pas bouger et que la portée du voir repérer ces deux brasses quoi. J'avais complètement zappé ça. Du coup je m'étais retrouvé un petit peu un petit peu chafouin au début, mais finalement mon adversaire a décidé de se venger de Kubilai, donc ça s'est plutôt bien passé. Et également après d'attaquer Ganning. Non, dans l'ensemble c'était une partie qui était agréable. C'était rigolo, il y avait des situations un peu folles. Le contre avec Kubilai, enfin vraiment des choses qui étaient très agréables. Ça se sent peut-être pas dans le rapport de bataille parce que c'est vrai que les situations elles sont exposées un peu de manière brute et un peu un peu sans ménagement. Enfin vous avez les plans, vous avez les machins, vous étiez pas là durant la partie, mais c'était plutôt rigolo comme partie, donc c'est toujours bien. C'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas fait de rapport de bataille, donc vous avez peut-être remarqué que la qualité n'était pas aussi peut-être aussi bonne, il n'y a pas tant d'effets spéciaux, etc. Surtout mon ordinateur en plus de ça. Bref, je ne me cherche pas des excuses, mais je dois avouer que j'ai failli un peu tout balancer partout. Donc voilà, donc en tout cas ça m'a donné envie de recommencer à faire des rapports de bataille, de recommencer à jouer un peu plus aux figurines. Il y en aura sans doute quelques-uns encore durant cette espèce de période bizarre de confinement, semi-confinement. Et peut-être à peu près encore et toujours. En tout cas j'espère que ce rapport de bataille vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé à tester également ces scénarios de duo pack en mode on est là pour se marrer, parce que de toute façon les scénarios, je pense qu'il y a moyen d'abuser d'un peu toutes les mécaniques, il y a moyen de trouver des failles un peu partout pour soit casser le scénario, soit le rendre complètement idiot, et du coup c'est pas le but non plus de ce genre de choses. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez quoi que ce soit à dire sur ce rapport de bataille, n'hésitez pas soit à laisser un message dans les commentaires de cette vidéo, soit à utiliser le Facebook de Briscard. Si vous êtes un petit peu habitué, vous savez où trouver tout ça, et si vous n'êtes pas habitué du tout, eh bien n'hésitez pas à poser des questions. On accepte tout le monde est bienvenu, tous les gens de la communauté sont les bienvenus, les petits, les grands, les jeunes, les vieux, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager vos expériences, c'est là que ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et d'ici à la prochaine, eh bien que les dés soient avec vous.